On va commencer par les présentations pour cette rencontre avec Elsa Osorio et Ronaldo Menendez. Peut-être un petit mot sur chacun de vous. Elsa, tu es née à Buenos Aires en 1953. Tu es scénariste de films, de télévision. Tu as été journaliste. Tu as eu le prix du journalisme d'humour. On va parler peut-être de l'humour. Tu as vécu à Paris, à Madrid, et tu es évidemment romancière et nouvelliste. Tu as obtenu des prix également pour ton œuvre littéraire, et pas des moindres, en particulier pour Loup sous le temps sauvage, paru chez Métayer en traduction en 2000. Il y a plusieurs romans qui ont été traduits et publiés chez cet éditeur, dont Tango, et puis un recueil de nouvelles, Cette nuit d'insomnie, dont tu parles dans le petit récit publié dans le recueil Comment 14. Et le dernier livre, roman biographique ou une biographie romancée, je ne sais pas comment on pourrait dire, La Capitana est sortie l'année dernière, toujours chez Métayer, et tourne autour de la vie et des amours de Micaela Feldman, qui était une Argentine engagée, en particulier dans les combats pour la guerre d'Espagne. Les combats, toi, tu les mènes aussi de ton côté, puisque tu as eu aussi le prix Amnesty International, et tu mènes une vie de militante et de lutte aussi pour les droits de l'homme. J'ai dit l'essentiel, oui. Sans note à peu près. Ronaldo Menendez était en résidence ici à la MIT en 2006. Il est né en 70 à La Havane, à Cuba. Il a publié un certain nombre de nouvelles parues en recueil et dans des revues ou des anthologies qui ont eu des prix aussi, à Cuba en particulier. Et puis des romans dont La piel de Inessa, c'est-à-dire la peau d'Inès, c'est ça, qui a eu le prix du premier roman en Espagne en 1999. Il y a eu d'autres livres parus depuis, d'autres romans. En France, on peut lire quelques nouvelles dans des anthologies, des nouvelles de Cuba chez Métayer, ou les bonnes nouvelles de l'Amérique latine chez Gallimard. Donc ça, ce sont des livres qu'on peut trouver en librairie. Et vous avez été aussi pendant plusieurs années critique d'art et de littérature pour différentes revues à Cuba. Vous avez été sélectionné en 2007 dans cette fameuse liste des 40 auteurs de moins de 39 ans de l'Amérique latine, une liste qu'on voit aujourd'hui circuler de plus en plus avec les œuvres des écrivains et les découvertes qu'on peut faire encore régulièrement. Et évidemment, on va parler du livre, même si vous allez avoir une autre rencontre demain autour de cet ouvrage, Conte cannibale, paru dans la collection Les Bilingues à la MIT. Une chose que je ne sais pas, Ronaldo, c'est où vous vivez aujourd'hui? Madrid, il faut prendre le micro. Madrid, tout le monde a entendu. Comme en 14. Alors je voudrais remercier, comme d'habitude, Patrick Deville pour la thématique de cette rencontre, puisque, bon, évidemment pour l'ensemble de meetings, mais particulièrement pour cette rencontre-là, puisque Ronaldo Menendez n'a pas écrit de texte pour le recueil Comme en 14, et Elsa, qui elle y est présente dans ce recueil, ne parle pas de 14, mais utilise une fois dans ce texte, intitulé « Écrire, je suis latino-américaine », l'écrivain s'en fout comme de l'an 40. Je vous propose donc de faire pareil, de ce titre Comme en 14, de s'en foutre comme de l'an 40. Bonjour Victoria, qui va traduire, et bon courage pour cette traduction. Je ne sais pas comment on pourrait traduire Comme en 14, s'en foutre comme de l'an 14. Bien, attention-nous donc au texte, mais malgré tout, il y a quelques fils à tirer, je pense, qui vont vous réunir, et en particulier, évidemment, le lien qu'on peut faire avec vos œuvres entre littérature et histoire. C'est évident chez Elsa, mais j'ai envie de commencer avec Ronaldo, et puis ce recueil de nouvelles, Les Contes cannibales,
un recueil très étonnant, 4 nouvelles qui mettent en scène la nourriture, la viande surtout, qui sont au cœur des récits, le tout dans une atmosphère étrange, un monde rude où la faim semble omniprésente et la quête de nourriture obsessionnelle. Ce sont des contes cruels, Ronaldo, que vous avez voulu écrire. Est-ce que ça part de l'idée d'écrire quelque chose de métaphorique, ou est-ce que un sujet comme celui-ci, fait de combat, d'urgence et de survie, se prêtait à la métaphore et que c'est un petit peu la seule manière d'y arriver pour vous? Buenas noches. Bueno, ante todo agradecer a Patrick, a los organizadores, a Elizabeth por sus atenciones, por su constancia. Bueno, no esperaba empezar yo hablando. Desde luego que pensando en las cuestiones estas de la historia y la memoria, y el papel del escritor, la situación específica de mía como escritor, el hecho de venir de Cuba, y ahora este planteamiento en torno a ciertos temas de lo que yo escribo, la manera de acercarme a estos temas, me hace pensar en un cambio de perspectivas en torno al papel del escritor en dependencia de su contexto político. Bonsoir à tous. Avant tout, merci donc à Patrick Desvilles et à Elisabeth pour ces attentions et cette invitation. Évidemment, en pensant un peu sur cette question de l'histoire, la mémoire, le rôle de l'écrivain et justement mon rôle à moi étant écrivain cubain, la façon donc justement d'aborder les sujets, c'était en partant d'une nouvelle perspective et de ces rôles de l'écrivain, indépendamment de où il se trouve. ¿Cuál es el papel del escritor? Eso todo el mundo lo sabe. El papel del escritor es un papel higiénico. En los tiempos que corren, las fuerzas, los poderes económicos tienden a convertir las obras en productos de usar y tirar. En medio de todo esto, lo que escribo tiende a ser una búsqueda metafórica en torno al contexto de donde yo vengo, un posicionamiento político, desde luego, y los temas, el hambre, el canibalismo, el sexo, están ahí solamente como un pretexto para explorar las relaciones de poder, digamos. Me interesa mucho las relaciones de poder y en ese sentido todo lo que escribo tiene que ver con ello. Justement, sur la question de quel est le rôle de l'écrivain, je pense que tout le monde le sait, surtout quand il s'agit d'un contexte économique dont l'œuvre devient un produit. Ce que j'écris, c'est justement une métaphore de ce qui m'entoure, de ce que je vis. C'est un positionnement politique avant tout, et la faim, la question du cannibalisme, le sexe, me sert justement comme un prétexte pour parler des relations autour du pouvoir. Elsa, j'ai évoqué tout à l'heure Cette nuit d'insomnie, c'est un recueil de nouvelles qui rassemble des nouvelles de différentes époques, donc certaines, la plupart peut-être même écrites pendant la période de la dictature. Certaines sont très métaphoriques aussi, d'autres sont très réalistes et politiques et historiques, mais à un moment il y a eu aussi ce choix-là qui a été fait de passer par la métaphore pour au fond traiter des questions politiques. Oui, d'abord bonjour, merci pour cette invitation à Patrick Desvilles et aussi à Pascal, à Elisabeth Bisquet. Oui, ce recueil de nouvelles, ce sont des nouvelles que j'ai écrites il y a quelques années et d'autres que j'ai écrites après pouvoir écrire sur la dictature. C'est-à-dire que moi j'avais ces nouvelles-là
Et c'est pas que quelqu'un m'interdisait de les publier, c'était c'est quelque chose en moi-même. Et alors, je me suis rendu compte, je vivais à Madrid, je suis rentrée en Argentine et j'ai trouvé de nouvelles avec quelques mots et barré, tacharas, barré, tacharas. Raturé. Comment? Oui. Pareil, moi. Et alors que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très très fort dans la censure, c'est-à-dire que quelques mots qui pouvaient éventuellement signaler un sujet subversif. Alors ça, je ne voulais pas que c'était là. Et alors, c'est pas que je trouvais... j'aime beaucoup la littérature fantastique. Ça, dans mon pays, il y a une énorme tradition. Alors que j'écrivais des littératures fantastiques. Mais je me suis rendu compte avec ce texte que j'ai trouvé que je pouvais raconter une histoire pour deux chemins littéraires différents. Le fantastique est réaliste ou historique. Et c'est que le moment où j'ai pu nommer les choses pour leur nom, c'est que j'ai pu le faire. Alors j'essayais de mettre dans le même recueil 2 ou 3 nouvelles qui, du moment du silence, que ça s'exprimait beaucoup plus simplement à la littérature fantastique et après. Je ne sais pas si c'est ça. Nommer les choses, arriver à nommer les choses, à se les exprimer soi-même, peut-être, c'est aussi finalement ce qui motive ce texte qui paraît dans la revue, dans le recueil Comme en 14, à savoir à un moment se rendre compte, il y a une dizaine d'années à Paris, qu'il fallait te nommer à toi-même latino-américaine et pas argentine, ce qui change toute une perspective. Et ce texte écrit pour la mythe, du coup, te révèle à toi-même aussi un certain nombre d'autres choses qui sont évidemment liées à des positions politiques et à une affirmation aussi de certains combats. Et aussi, même si je n'aimais pas l'expression comme en 14, j'essaie de comprendre de quoi on parle sous le rôle de l'écrivain. Et alors que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'étais à Paris avec des écrivains de l'Amérique latine, avec des amis, collègues. Il y avait des débats, d'autres débats, et j'écoutais un débat des Argentins, et je me suis dit, je suis pas argentine. C'est-à-dire que l'identité des Argentins, c'est assez compliqué, parce qu'on dit toujours, on disait, parce que maintenant, heureusement, ça a changé. On n'est pas de l'Amérique latine, nous, on est des Européens qui vivent au sud. Après, bon, il y a d'autres choses que je crois que les écrivains qui sont ici de l'Amérique latine connaissent très bien, qui nous caractérisent, nous, les porteños, c'est-à-dire je suis née à Buenos Aires. Et alors, bon, quand j'ai entendu une expression d'un collègue il a fait une citation de Borges, à qui j'admire profondément, mais il a utilisé cette phrase pour dire que comme notre littérature, la littérature argentine, est différente d'autres littératures de l'Amérique latine, c'est qui est vrai. Mais alors et qu'il n'y a pas de couleur locale. Et alors pour expliquer plus cela, il a dit il n'y a pas de mates, vous savez ce que c'est les mates? Il y a des mates, des gauchos, des disparus. Et quand j'ai écouté cette phrase, j'ai senti que c'est une honte. Parce que mettre au même niveau les mates et les disparus, je trouve que c'est comme...
se vanter qu'il n'y a pas de disparu dans la littérature, c'est quelque chose comme folklorique, et c'est un manque énorme de respect d'après nos morts. Et bon, mais ça a évolué, mais il y a quelque chose qui continue à produire des problèmes. C'est-à-dire, quand il y a une certaine milieu littéraire, heureusement pas la société, qui pense que si on écrit sur certaines choses, on n'est pas un vrai écrivain. Peut-être à cause qu'on a une tradition que beaucoup se sentent botches, je ne sais pas. Mais... Oui, cela dit, on entend ça pour d'autres régions et effectivement mélanger le quotidien, le politique à la littérature est souvent mal vu, y compris ici. Ronaldo, cette couleur locale, elle est absente en quelque sorte aussi des contes cannibales, puisque le livre n'est pas, ces nouvelles ne sont pas situées géographiquement, mais il y a quand même quelques indications de dates, parfois des traces de l'histoire. Il est question d'Étrusques, de Romains, ou d'histoires plus récentes, ou d'histoires littéraires aussi, comme si au fond on pouvait se passer de lieux, de géographie, mais pas d'histoire, ce que dit exactement Elsa Osorio. On ne peut pas se passer d'histoire en littérature. Recuerdo una frase de Borges referida al Corán, que decía algo así como que la prueba de que el Corán era un texto eminentemente árabe era que nunca aparecía un camello. Oui, pour commencer, je voudrais citer une phrase de Borges qui, quand il parlait par rapport au livre du Coran, il disait que la preuve que le Coran était éminemment arabe, c'est qu'il n'y avait pas des chameaux. No es necesaria la utilería, la parafernalia como sello de identidad para tratar determinados conflictos en una obra. Il n'est pas nécessaire justement autant de décorations, autant de pillages pour situer l'histoire, pour donner une espèce d'empreinte à cette histoire. En el caso de mis relatos, intento situarme o posicionarme con respecto al problema esencial del escritor cubano, la tensión esencial a la que está sometido el escritor cubano. Esta tensión simplemente tiene que ver con que el hecho de que en Cuba no exista un discurso periodístico de oposición al sistema, un discurso crítico, el hecho de que eso no exista en Cuba, implica que muchos escritores buscan a través de argumentos, de tramas, de situaciones, suplir esa carencia, denunciar determinadas cosas. Esa es la tensión fundamental del escritor cubano. Ce que j'essaye de faire justement quand j'écris, c'est plus le fait de situer les problèmes. Et je trouve que c'est les problèmes de l'écrivain cubain aujourd'hui. C'est cette tension pratiquement essentielle, existentielle, qui est due au fait qu'à Cuba, il n'existe pas un discours journalistique contre le système qui puisse éventuellement critiquer ce qui passe. Et cela implique que justement l'écrivain va chercher des arguments, va créer des trames, va créer des situations pour dénoncer justement et remplacer ces vides de manque de discours journalistique. ¿Cómo trascender a esa circunstancia? ¿Cómo trascender a ese rol crítico? En otras palabras, ¿cómo escribir una obra, cómo hacer algo que tenga un carácter universal, más allá del estrecho contexto de una isla? Donc justement, comment arriver au-delà de ce rôle, trouver ces rôles critiques, comment écrire une œuvre avec un caractère universel qui dépasse cet espace aussi étroit qu'est une île. Una de las ideas es la famosa idea de contar tu pueblo y entonces hablarás del mundo.
Pero a mí no me interesa tanto ese camino. Me interesa más el camino de la metáfora, el camino del simbolismo y el camino de esa tradición que viene desde Franz Kafka. La obra como un discurso en torno a relaciones humanas y a verdades relativas. Y es por eso que intento sacar la geografía, el dato histórico preciso, la topografía, el detalle local de lo que escribo. Donc une idée, justement pour en arriver là, il y a deux chemins, on peut dire. Donc il y a un premier qui vient de cette idée qui exprime le fait que tu peux raconter l'histoire de ton village et du coup tu rencontreras l'histoire du monde. Et cela, c'est pas forcément le chemin que j'ai choisi. Je préfère justement ce chemin de la métaphore, qui est cette tradition de Kafka. L'œuvre donc est un discours travaillé donc qui est autour de relations humaines, et c'est la raison pour laquelle moi je mets cette histoire en dehors de la géographie, en dehors d'un récit historique précis avec des dates, etc. Elsa, cette question de la présence d'un journalisme critique fort dans un pays n'empêche pas la littérature de s'occuper de politique, malgré tout. Là, c'est vrai qu'il y a un exemple particulier où la littérature, en quelque sorte, prend cet engagement-là et prend cette part laissée absente, peut-être. Mais tu écris toi-même que quand tu as écrit Luce ou Le Temps sauvage, on t'a invité à parler de ce livre, tout en te disant, pour des émissions de télé, mais ici on ne parle pas de politique, on parle que de littérature, donc surtout il ne faut pas s'en mêler, comme si on voulait absolument tenir la littérature à l'écart de cet engagement. Oui, mais il faut dire que c'était à l'époque, c'était des années 90, encore c'était la fin de cette période sinistre, mais que d'une certaine façon, pour la littérature, ça peut continuer dans certains milieux, mais la société a beaucoup changé. En ce moment, en Argentine, quand je suis allée présenter ces livres, il ne fallait pas parler de cela, en tout cas c'était les premiers livres qui parlaient de cela, il ne fallait pas du tout parler, parce que c'est quelque chose de sale, et c'est vrai, parce que voler les enfants des gens qui étaient dans des camps de détention clandestins, les appropriés par les ennemis, c'est une chose horrible. Mais bon, mais c'est surtout cette histoire que si on est un écrivain, comme ça, il ne faut pas s'occuper de ces choses sales. Pas seulement cela qui est très... qui est très dur, sinon d'autres choses non plus. Même, il y avait des théories, par exemple, bon, on peut toucher cela, mais si c'est comme un rideau, qui est un telón de fondo, tu vois, quelque chose qui n'est pas dans le centre, ou si c'est une littérature de marche, comme ça. Mais bon, moi je crois que les écrivains ont écrit quand ils veulent ce qu'ils veulent. C'est la littérature qui existe, et qu'il y a les bons livres et les livres mauvais, bien écrits ou mal écrits. Mais toute cette histoire de quand il faut écrire sur certaines choses qui se sont passées, on ne peut pas dire 20 ans après, 25, 32, je ne sais pas. Moi-même, je ne me suis pas proposé parler de cela. C'est quelque chose qui m'a pris. Et même je ne savais pas que j'avais une idée pour raconter un roman. Pour Luce, je parle. Et je n'ai pas pensé que j'allais faire de la littérature de la mémoire ou parler disparus ou rien. C'est une histoire, c'est une obsession que je voulais raconter et qui est sortie de cette façon. Et que quand je l'écrivais, c'est quand j'ai découvert, par exemple, que la peur de cette époque-là,
Je l'avais dans mon propre corps. Je ne l'avais pas dans ce moment. Je vivais en Espagne, rien ne s'était passé de spécial en ce moment. Tout était bien, disons. Mais que je ne savais pas à quel point j'étais concernée dans cette histoire. Ce n'est pas du tout autobiographique. C'est une chose, disons, de l'époque. Mais la peur était là. La peur était là, La profonde. peur était là. Et la peur, c'était ce que je voulais transmettre, cette peur de tous les jours, qui est une chose horrible. Et après, bon, moi, je peux dire que mon personnage, qui est de l'autre génération, c'est-à-dire la génération de mes enfants, elle m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon personnage m'a posé des questions que moi-même jamais je me suis posées. Alors, je pense que la littérature vraiment est un chemin lumineux pour sortir de... Et c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et par rapport à ce que disait Ronald tout à l'heure, moi, avec ce livre, je me suis rendu compte, comme si on raconte une chose qui est là, de notre expérience, de notre quartier, où il y a des gens de n'importe où qui peuvent la lire et même s'impliquer et demander qu'est-ce que je peux faire pour cela. Et ça, parce que même si on dit que le droit de l'homme est quelque chose qui nous concerne tous, mais avec la littérature, on peut le vivre. Parce qu'il y a des gens de pays très lointains qui peuvent sentir, s'impliquer. Et moi, je trouve ça très, très émouvant. Ronaldo, à propos de cette implication du lecteur, Elsa parlait de la peur qu'il a prise au ventre au moment de la rédaction de Luce, qui est revenue. L'obsession des contes cannibales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la faim, c'est la sensation de faim et toute la cruauté que ça implique. Et justement, la fiction permet au lecteur d'entrer dans ce mécanisme de pensée obsessionnelle de la faim, de la quête de nourriture, de créer sa propre nourriture par tous les moyens possibles. Ce sujet particulier de la faim, c'est ça qui a vraiment motivé l'écriture de ces 4 nouvelles-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est apparu par la suite et que vous avez décidé de rassembler? Est-ce que cette présence de la faim était tellement forte dans votre histoire, dans votre parcours, ou dans des expériences vécues par d'autres, qu'elle est nécessairement passée dans votre écriture? Yo crecí en Cuba, hace 20 años que no vivo allí más o menos, y viví el momento en que se derrumbó el campo socialista de Europa del Este, y de un día para otro pasamos de ser un país subvencionado, como todos sabemos, subvencionado por la Unión Soviética, a ser un país en un estado prácticamente de posguerra. J'ai grandi à Cuba, effectivement. Ça fait 20 ans que je n'y habite plus. Mais j'ai grandi à cette époque où il y a eu le moment de l'écoulement de l'Union soviétique. Et on est passé d'être un pays subventionné à être pratiquement un pays dans un état d'après-guerre. Paralelamente, mis búsquedas literarias tenían que ver con la barbarie. Siempre me ha llamado mucho la atención ese sector oscuro del ser humano, siempre me ha llamado la atención, me ha interesado mucho la relación entre el intelecto y la brutalidad, cómo la cultura más elevada puede convivir con lo más abyecto, con lo más negativo del ser humano, con lo más oscuro. Parallèlement, je recherche dans la littérature
cette idée de barbarie. Ça m'a toujours attiré, c'est un sujet qui me pose des questions. Et justement pour voir ces côtés obscurs, sombres de l'être humain et comment on positionne donc l'intellectualité et la brutalité en même temps, comment la culture peut cohabiter aussi avec un état de barbarie. Y aquí entra el tema del hambre, que fue un tema que se da como una vivencia en Cuba de un día para otro, y el hambre de Cuba en esa época no es el hambre de países africanos o el hambre de ciertas zonas de Bolivia, es un hambre que no tiene nada que ver con eso, es un hambre extraña, diferente, pero el tema del hambre de pronto se convierte para mí en un vehículo precisamente para explorar esos instintos negativos, ese estímulo para que el ser humano saque lo más negativo de él. Y entonces el hambre, más que una vivencia a un nivel cotidiano en lo que me rodea, se convierte en el vehículo para relacionar lo más abyecto, lo más animal, lo más primario, con lo más elevado. La question de la faim ou la famine, si on peut l'appeler à Cuba, est venue du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la faim qu'on peut imaginer dans certains pays d'Afrique ou encore dans des régions en Bolivie. C'est une autre type de faim, c'est bizarre, c'est toujours différent. Cette faim m'a servi de véhicule justement pour explorer l'instinct négatif. C'est cela qui permet, quand l'homme fait face à une situation de faim, cela permet de sortir de lui ce qu'il y a le plus sombre. Et donc cette faim, c'est quelque chose qui a été autour de moi, c'est une question quotidienne. Et c'est un prétexte pour pouvoir situer justement ce qui met le côté de la culture, de la haute culture, si on peut le dire, et les côtés les plus animaux de l'homme, les plus primaires. À propos d'animaux, le livre est aussi une sorte de bestiaire. Il y a des vaches, des cochons qu'on mange, des hommes. Il y a des démons étrusques qui ont des figures d'animaux, qui prennent des figures d'animaux qui se trouvent sur des meubles. Il y a le zoo final où là on mange de tout, du crocodile, tout ce qui passe, du chat aussi dans une autre nouvelle. Tous ces animaux là sont présents aussi pour évoquer ce passage de l'humanité à la bestialité. Sí, desde luego que se convierten en una especie de bestiario, de fresco, donde los animales con sus particularidades son una tipología para explorar actitudes humanas, que esto también es una larga tradición literaria, pero en este caso el animal también es una entidad, un sujeto que establece determinada relación de poder. El animal es depredador o es depredado. El animal come o es comido. Y en realidad el ser humano, la relación que me gusta a mí, que me interesa explorar en lo que escribo, es este ser humano como depredador o como alguien que es víctima. Oui, effectivement, il s'agit d'un bestiaire, une sorte de fresque. Les animaux ont des particularités, des typologies qui peuvent se rapprocher des actions humaines, mais c'est d'une tradition littéraire, d'une longue tradition littéraire. Les animaux sont aussi des entités, sont des sujets qui établit des relations de pouvoir. C'est-à-dire que soit l'animal mange, soit il est mangé.
Et justement, je me sers de cette question-là pour situer la figure de l'homme. Donc c'est lui qui est un prédateur ou c'est lui qui est une victime. Elsa, on va évoquer cet autre livre qui est le dernier paru en France, La Capitana, puisque là, on a affaire à une femme engagée, et c'est une autre manière aussi peut-être de faire de la littérature politique et de la littérature engagée, puisque tu parcours avec ce roman biographique tout à fait inspiré d'événements réels et dans une construction évidemment romancée, et qui met à distance tout ça. La vie de cette femme qu'on connaissait pas, en tout cas avant la sortie de ce livre, ou très très peu, en France, Micaela Feldman de Echeverri, qui a vécu en Patagonie, à Paris, à Berlin, et surtout en Espagne, au moment de la guerre civile espagnole, et qui était déjà très engagée. Alors justement, en 1914, elle avait 12 ans, mais elle était déjà politisée. Elle a fait son premier discours politique à 15 ans. C'est jeune quand même. Oui, c'est une. Enfin, ce n'est pas une biographie, c'est un roman parce qu'il raconte pas toute la vie. Et en plus, parce que je choisis le roman, je préfère toujours la fiction pour parler d'histoire. Je crois que ça me permet un autre jeu différent que l'histoire. Mais c'est le roman. Je fais une énorme recherche. J'ai abandonné ce sujet plusieurs fois et de nouveau je l'ai pris. C'est en total plus de 20 ans. Mais c'est ce que j'admire dans cette femme, c'est qu'elle a vécu la grande aventure intellectuelle et idéologique du XXe siècle. Elle a passé un peu partout. Elle était en Patagonie, en l'Espagne de la République. Et après, ils sont venus avec son compagnon. Et ils sont venus en France. Et après, en Allemagne, quand Hitler arrive au pouvoir, ils sont là. Et après, ils vont en France dans les groupes de la gauche antistalinienne. Oui. Et après, bon, c'est ce qu'ils ne trouvent pas en Allemagne, ils le trouvent en Espagne. Pour certaines raisons, c'est elle finalement qui petit à petit, elle devient capitaine. C'est l'unique femme. Parce qu'il y avait des femmes parmi les miliciennes, mais pas qui étaient dans la tête comme capitaine. Et quand les brigades arrivent, les femmes sont obligées à aller comme infirmières ou pour l'intendance. Et c'est ces miliciens qui choisit que soit Mika sa capitaine, alors que c'est assez extraordinaire aussi du point de vue de la femme, comme elle peut donner des ordres et en même temps être une sorte de mère, d'amie, et que, enfin, je trouvais ça très intéressant. Finalement, je suis très admiratif de cette femme. Oui, on sent l'admiration dans l'écriture de ce livre, l'attachement et l'affection pour cette femme, puisque c'est raconté aussi par la narratrice, auteur, on va dire, qui a la chance de la rencontrer sur la fin de sa vie et qui, du coup, est attachée à cette femme. Mais il y a aussi, je trouve, ce qui est intéressant, et là j'ai envie d'avoir aussi l'avis de Ronaldo Menendez, c'est que c'est un livre d'histoire, en quelque sorte, qui passe par la fiction et qui découvre certaines choses par le biais de la fiction, par le biais de l'écriture. Tu dis ça très justement à la fin, où la mémoire a besoin de l'imagination, que le respect excessif des personnages ne correspond pas au fond à la réalité, à leur réalité, puisque il fallait deviner, il fallait les réinventer en quelque sorte, et que du coup il fallait passer par l'imaginaire, par l'imagination, et que c'est en écrivant qu'on découvre.
Et ça, c'est très intéressant aussi. Est-ce que c'est pas seulement la vie des personnages et leur vérité, mais c'est peut-être aussi la compréhension de leur engagement, justement? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'en tant que personne, on ne comprend pas. Et quand on se met dans la fiction, dans les personnages, on peut... je dis dans les personnages que je n'aime pas du tout. Et on peut, je ne dis pas comprendre, mais pas justifier, mais comprendre. Alors que là, ce qui est vraiment différent entre la fiction et, disons, un écrit d'histoire, c'est que dans la fiction, je ne sais pas. Enfin, parce que je ne sais pas, même s'il y a beaucoup de documents, je ne sais pas. J'écris et pendant que j'écris, je découvre. Mais je ne sais pas, a priori, je me propose de raconter une histoire comme ça et comme ça, comme ça, mais je ne sais pas ce que je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer vraiment. Et parfois, on découvre beaucoup de choses après que le roman est déjà écrit, publié, que sont les autres qui nous posent des questions et nous révèlent des choses. Mais alors que je préfère la fiction, parce que même si c'est un paradoxe, mais ce chaîne de mensonges qui est la fiction permet parfois toucher une vérité, parfois avec plus de force qu'un témoignage. Et je ne suis pas naïve sur le rôle de la littérature et l'histoire. Ronaldo, à propos de cette question de la fiction et de la découverte par l'écriture de la vérité ou de personnages ou d'une situation, ça évoque quelque chose pour vous? La esencia de la novela, que es un producto moderno por excelencia y europeo también por excelencia, opone al saber universal, a la búsqueda de grandes verdades, opone las verdades relativas. L'essence justement du roman, c'est un produit tout à fait moderne par excellence et européen aussi par excellence, et il propose justement de chercher ces grandes vérités, mais il propose également la recherche des vérités relatives. El aporte o el trabajo del novelista, el movimiento del novelista está en esta cuerda floja de un conjunto de verdades relativas asociadas a esos egos imaginarios, a esos egos experimentales que son los personajes literarios. L'apport du travail justement du romancier, de l'écrivain, c'est de trouver justement dans cette espèce d'équilibre assez fragile qui entoure tout un ensemble de vérités relatives, des égos imaginaires qui deviennent justement ces personnages qu'il crée. Y por último, la mejor verdad que puede dar un escritor son las preguntas que hace a través de sus novelas. Et les meilleures vérités que l'écrivain peut proposer, c'est justement les questions qu'il se pose par le biais de son roman. Je vais continuer un tout petit peu avec vous encore à propos de Cuba, justement, puisqu'on a parlé tout à l'heure et vous avez parlé de la position particulière de l'écrivain cubain. Est-ce qu'on n'a pas vos traductions en France de vos romans et d'autres nouvelles, mais est-ce que cette présence de Cuba, d'une situation particulière, est toujours là dans vos livres, et que ces questions justement que se pose l'écrivain, est-ce que dans vos fictions, est-ce qu'elles sont présentes à propos du pays, à propos des situations politiques, ou est-ce qu'elles élargissent complètement ce champ et sortent du territoire, je dirais, en quelque sorte? Yo quisiera, y es una quimera, una ilusión, quisiera ser leído dentro de 100 años no como un escritor que hablaba sobre Cuba, sino como un escritor que hablaba sobre la condition humana. C'est ce que je voudrais, et c'est un peu une chimère, je voudrais que dans 100 ans, je sois perçu comme un écrivain
pas comme un écrivain qui a écrit sur Cuba, mais un écrivain qui a écrit sur la condition humaine. Ça marche avec les contes cannibales, je peux le dire. On a parlé de l'humour avec Elsa tout à l'heure. Il y a beaucoup d'humour noir dans Contes cannibales, en particulier dans la première nouvelle par exemple, mais pas uniquement. Et je voudrais terminer cette petite rencontre et ce petit échange à propos de Borges que tu as cité et qui a été cité également par Ronaldo, et c'est un peu une sorte de thème récurrent, les citations de Borges, et toi-même tu le dis, que c'est une source de sagesse inépuisable, mais sagesse est un peu ironique dans ta bouche après avoir lu ce que tu as écrit au-dessus, où on utilise, c'est toujours bien de citer Borges. À ma connaissance, il présente le taux le plus élevé de phrases géniales que chacun peut citer à sa convenance. Il arrivera un moment où Borges sera davantage connu pour les citations de ses textes que pour son œuvre même. Il se pourrait même que ce moment soit déjà arrivé. Donc, bon. Alors là, si je cite Borges, c'est juste pour terminer. Je ne le cite pas d'ailleurs, je cite vous qui le citez. Avec la dernière nouvelle de Contes cannibales, qui, ça c'est une note précieuse de la traductrice de Contes cannibales qui est Sophie Guéviner, est inspirée très fortement de l'Aleph de Borges, menu insulaire, puisque vous partez du texte pour inventer quelque chose de complètement différent et qui évidemment une fois de plus a trait à la nourriture. C'est une idée très originale et très drôle, et je voulais savoir, Ronaldo, comment c'est venu cette idée-là? Borges decía que cada autor inventa sus propias influencias, crea a sus antecesores de alguna manera a través de lo que uno escribe. Borges justement disait que chaque auteur crée ses propres influences, crée ses propres précédents autour de ce qu'il écrit. Y cuando ciertos referentes, ciertas lecturas son parte profunda, esencial de uno como escritor, es inevitable que a veces posean el texto, que salten de manera azarosa y que se impongan en el texto. Y este es el caso particular del texto, del relato Menú insular al que hace referencia. Il est vrai que certaines références, certaines lectures qui nous sont chères, qui sont assez profondes et très marquantes qu'on a comme écrivain, il est impossible qu'elles ne se dévoilent, qu'elles ne rentrent pas justement dans l'écriture, qu'on ne les voit pas, qu'elles ne s'imposent pas finalement dans le texte. Y bueno, y por último, me alegra mucho que haya salido el nombre de Borges en nuestra mesa y no tanto el de Roberto Bolaño. Hay que desbolañizar los congresos literarios a veces. Je suis content justement que le nom de Borges soit prononcé dans ces tables rondes au lieu celui de Bolaños, et je pense que les rencontres littéraires devraient plutôt se centrer sur la figure de Borges. Voilà, merci. Il y a un micro pour ceux qui souhaitent prendre la parole, poser des questions. On a quelques minutes. Et le micro est à votre disposition. Levez la main si vous le souhaitez. Réagir aux propos. Pas de questions. Un petit moment de lecture alors. Tiens, en parallèle, peut-être Borges et Ronaldo Menendez. Oui? Il y a une question? Oui? Non? Ah, je vais essayer de lire les deux en parallèle, Borges et Ronaldo Menendez, peut-être. Je ne sais pas si je vais lire l'Aleph, mais vous vous souvenez probablement de ce moment dans l'Aleph où Borges découvre cette espèce de boule miroir qui lui permet de voir l'intégralité du monde en même temps. J'en arrive maintenant au point essentiel, ineffable de mon récit. Ici commence mon désespoir d'écrivain. Tout langage est un alphabet de symboles dont l'exercice suppose un passé que les interlocuteurs partagent. Comment transmettre aux autres l'Aleph infini que ma craintive mémoire embrasse à peine?
et il voit successivement, enfin il voit simultanément, mais il le décrit successivement, et c'est là le problème de l'écrivain, en quelque sorte. Énormément de choses sont citées par Borges. Et Ronaldo Menendez écrit de la même manière. J'en arrive maintenant au point essentiel, ineffable de mon récit. Ici commence mon désespoir d'écrivain. Tout langage est un alphabet de symboles dont l'exercice suppose un passé que les interlocuteurs partagent, donc exactement les mêmes mots. Comment transmettre aux autres le menu insulaire, infini, que ma craintive mémoire embrasse à peine? Ce que virent mes yeux furent simultanés, ce que je transcrivais successif. Et la succession de recettes, de menus, des poulpes, des sapotis, des bananes, des pommes de lait, un labyrinthe dans un restaurant, une longue table dominicale ornée d'un porc à la broche odorant, etc., etc. Et ça a un effet évidemment très comique. Et je vous incite à terminer sur cette note d'humour en allant découvrir les livres dont on a parlé, en particulier ces Contes cannibales de Ronaldo Menendez dans la collection Les Bilingues à la Mythe. Et puis la revue, le recueil comme en 14 avec le texte d'Elsa Osorio dont on a parlé, et évidemment les autres textes d'Elsa, La Capitana chez Métayer, Cette nuit d'insomnie et Luce ou Le temps sauvage, et à Tango aussi, qu'il faut évidemment citer. Merci à vous deux et à très vite. Merci Victoria pour la traduction.